Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Étienne Nando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le président Denis Sassou Nguesso s'est dit disponible et intéressé pour assurer la médiation dans ce qu'on appelle les concertations nationales en RDC. Et évidemment, si Kinshasa les sollicite, il l'a affirmé le vendredi 19 juillet à l'issue de la visite express effectuée ce même vendredi par Joseph Kabila à Brazzaville. Monsieur Mbelou, est-ce une bonne idée que de recourir à une médiation internationale dans ces concertations? C'est une bonne idée de recourir à une médiation africaine. Mais comment voulez-vous que monsieur Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas de dialogue du tout avec sa propre opposition au Congo-Brazzaville, puisse travailler pour qu'il y ait cohésion et aux concertations nationales du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine contradiction? Dans ma langue, il y a un adage qui dit donc Denis Sassou Nguesso aurait suffisamment d'énergie pour aider les Congolais à réaliser leur cohésion sociale sur l'autre rive du fleuve Congo, et il manquerait les mêmes énergies pour régler les questions qui se posent dans son propre pays, où l'opposition se sent mise à l'écart. Là, du point de vue du choix d'un acteur politique africain, c'est bon, ça vaut la peine, mais est-ce lui l'acteur politique qu'il fallait? Est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, penser simplement à Macky Sall, qui aujourd'hui est en train de donner des preuves voudrait que son pays aille de l'avant, qu'il voudrait que son pays puisse réussir ce que nous, Congolais, sommes en train de chercher chez nous. Mais Monsieur Mbelou, on met en avant sa connaissance du dossier congolais. Est-ce que la connaissance du dossier congolais suffit? Est-ce que on ne chercherait pas aussi à mettre en avant sa crédibilité? Est-il crédible, lui, chez lui, pour qu'il vienne présider les concertations nationales au Congo-Kinshasa? Donc, il ne faudrait pas simplement considérer la question de la connaissance du Congo, c'est bien, il connaît les questions du Congo, c'est depuis longtemps qu'il est sollicité, ou qu'il essaye de les suivre de plus près, mais il faudrait quand même opérer un choix de quelqu'un de plus crédible que Denis Sassou Nguesso. La majorité kabiliste et l'opposition sont divisées sur la disponibilité de Denis Sassou Nguesso de faire la médiation dans ces fameuses concertations. Et les kabilistes, comme à leur habitude, voudraient fonctionner à huis clos. Et ils affirment ceci: on n'a pas du tout besoin d'une médiation extérieure pour que nous parlions des problèmes des Congolais. Et l'opposition, quant à elle, en appelle à cette médiation. Mais Jean-Pierre Mbelou, est-ce que cela ne pose pas fondamentalement la question de la confiance qui manque entre les deux camps? Et je ne posais peut-être pas la question dans les mêmes termes que vous. Quand vous divisez notre société politique, si on peut ainsi parler, entre d'une part la majorité kabiliste et d'autre part l'opposition politique, vous suivez un schéma classique qui n'est peut-être plus de mise dans notre pays. Moi, je subdiviserai notre pays de cette façon aussi. Il y a d'une part le réseau national et transnational de prédation, où vous retrouvez et les membres de l'opposition dite politique et les membres de la majorité kabiliste, et de l'autre part, vous avez les majorités de nos populations appauvries. Vous voyez, si nous ne nous habituons pas à aborder la question de cette façon-ci, en essayant d'identifier d'une part les nègres de service qui travaillent pour les oligarchies d'argent et d'autre part nos populations appauvries, nous ne saurons pas mener une politique d'émancipation pour que nos populations
deviennent elles-mêmes les démiurges de leur destinée. Il y a un piège dans lequel nous sommes en train de tomber en posant faussement la question de l'organisation politique de notre société. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité de notre pays de plus près, vous vous rendrez compte qu'il y a une semaine, certains membres de la majorité dite kabyliste s'en sont pris à leurs amis qui disent être dans l'opposition. Sur ce point-là, le schéma classique ne fonctionne plus. Et c'est une hypothèse que j'émets. Si nous cherchons à résoudre les questions qui se posent dans notre pays en suivant le schéma classique opposition-majorité, nous risquons de ne pas beaucoup avancer. Voilà pourquoi il serait encore opportun aujourd'hui que si ce qui nous reste encore de la classe politique, si cette classe politique était courageuse, il s'engagerait dans les consultations populaires. Elle a peur parce que elle sait que si elle s'adonne, par exemple, aux consultations populaires, elle pourra être rejetée. C'est une classe politique de jouisseurs qui a réussi à se recoqueviller sur elle-même en se coupant complètement du peuple. Elle ne va vers le peuple que pour solliciter le suffrage, et quand cela est fait, c'est fini. On ne voit pas cette classe politique-là faire des va-et-vient entre Kinshasa et les provinces. Attendons voir par exemple les rapports des parlementaires qui sont allés en vacances. Mais la plupart ne sont même pas au pays. Ils sont en train de se balader à l'extérieur du pays parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été élus, ils ont été cooptés. Donc, il y a un travail, un effort à déployer pour briser, pour rompre avec le schéma classique de l'approche de notre société qui fait qu'on nous convainc aujourd'hui qu'il y a d'une part l'opposition politique, d'autre part la majorité politique et la majorité kabyliste et en troisième position la société civile. Non, c'est un schéma faussé qu'il faudrait apprendre à déstructurer et à recomposer. Mais pourquoi sortir de ces formalismes qui veut qu'il y ait une majorité et une opposition? Puisqu'on le voit bien que au Parlement de Kinshasa, il y a une majorité qui est là, une majorité mécanique qui fonctionne, qui soutient à bloc le gouvernement qui est en place, et une opposition, bon, sans doute pas unie, mais bon, qui veut bien jouer ce rôle d'opposition. Attention, vous appelez cette majorité une majorité mécanique, mais rappelez-vous que pour que cette majorité mécanique édicte certaines lois, il est obligé de corrompre ce que vous appelez l'opposition. Donc ce sont les oiseaux du même plumage. Hein. Dans l'une des émissions, nous les appelions les affairistes. Il n'y a pas d'une part la majorité que vous appelez mécanique et d'autre part l'opposition. C'est vrai qu'il y a de part et d'autre un petit reste qui voudrait que les choses se fassent de la meilleure façon. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous savez, la politique dans notre pays se mène en copiant ce qui se fait à l'extérieur. Or, quand vous étudiez de plus près le fonctionnement de la politique à l'extérieur dans les pays dits de vieille démocratie, vous avez d'une part la population soumise aux mesures d'austérité dictées par la Troïka, composée du Fonds monétaire international, de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. Et vous avez, d'autre part, les oligarchies d'argent. Alors, le schéma classique fonctionne en trompe-l'œil. Et vous ne pouvez pas chercher à recréer de la cohésion chez nous en comptant sur ce schéma classique, parce que la plupart de ceux qui participent à ce schéma classique font partie de nouveaux prédateurs. Il faut toujours avoir en tête notre histoire. Notre histoire telle qu'elle est en train de se faire depuis le début de la guerre de l'AFDEL et même depuis les années 60. Et nos populations sont tout le temps marginalisées au profit d'une petite classe politique composée et de vieux dinosaures et de nouveaux prédateurs. C'est cette classe politique des jouisseurs qui essaye de tirer les ficelles de la vie politique telle que se mène dans notre pays. D'ailleurs, personnellement, je ne parle plus tellement
de la vie politique, je parle de la vie post-politique, parce qu'il n'y a plus de politique dans notre pays. Il y a un groupe d'affairistes qui fait feu de tout bois pour s'enrichir à moindre coût, et puis illicitement, et puis aller son petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Très bien, on retourne aux concertations nationales. Le cardinal Moussengo a rencontré également le président Sassou Nguesso et il a affirmé ceci à la presse. Je suis d'accord que le président Sassou fasse la médiation parce qu'il connaît les uns et les autres et de poursuivre. Le fleuve Congo nous unit plus qu'il nous sépare. Le président Sassou est également la qualité parce que signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et lorsqu'il y a des problèmes de l'autre côté, tout le poids est porté ici à Brazzaville. Monsieur Mbelou, ces propos semblent conforter le futur rôle que Sassou pourrait jouer dans ces concertations? Oui, c'est un propos classique. C'est un propos classique. Il y a eu des accords qui ont été signés. Sassou a participé à la signature de ces accords-là. Mais moi, je pose des questions d'analyse politique. Qui a écrit ces accords-là? D'où ces accords nous sont-ils venus? Moi, j'ai horreur de ces accords concoctés dans les palais climatisés des alliés majeurs qui nous sont imposés, à ceux qui nous restent encore de la classe politique de l'extérieur, et des textes concoctés de l'extérieur au bas desquels ceux qui nous restent encore de la classe politique doit pouvoir apposer sa signature, comme on le faisait déjà sous la traite négrière. On écrivait des textes, on demandait à nos chefs coutumiers qui ne savaient pas lire de pouvoir les signer. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas cela qui fait notre misère jusqu'à ce jour. Donc, classiquement, oui, le discours que le cardinal tient est cohérent, mais moi je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Je m'inscris dans une logique d'une analyse politique qui tient compte des acteurs. Je ne vois pas comment, après avoir lu un livre comme celui de Charles Onana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, on ferait comme si ce livre-là n'avait pas existé avec tous ces documents qui accusent, et on mettrait les pays qui nous ont mis dans le pétrin parmi les pays qui devraient assurer le suivi pour que nous sortions du bourbier. Ça me fait un peu froid au dos. Il y a là un effort conjugué pour que nous puissions oublier notre histoire. Mais supposons que l'intervention de M. Sassou aide notre pays à pouvoir regagner la cohésion interne, c'est à mieux. Mais les questions que l'on ne se pose pas, entre autres, j'espère qu'elles seront posées au cours de ces concertations si elles ont lieu. Comment a-t-on fait pour ne plus avoir de la cohésion? Qu'est-ce qui gâche la cohésion? Quels sont et les acteurs majeurs et les acteurs mineurs qui font que cette cohésion ne puisse pas exister? Est-ce qu'il peut y avoir une cohésion nationale dans un pays où la justice n'existe pas, où la vérité n'a jamais été faite sur la guerre de basse intensité qui sévit depuis bientôt plus de 2 décennies? Est-ce qu'il peut y avoir de la cohésion sociale dans un pays où les nègres de service au service des oligarques d'argent sont en train de malmener le petit peuple, de l'appauvrir, d'en faire cet homme comme cet homme que le bon samaritain rencontre sur sa route, blessé à demi-mort par les bandits. Le Congo est aujourd'hui sous perfusion. Il est comme ce monsieur-là, frappé par les bandits et laissé à demi-mort sur la route. Comment en sommes-nous arrivés là? Espérons que ces questions-là pourront être abordées au cours de ces concertations nationales. J'avoue qu'il y a des compatriotes qui aujourd'hui ne partagent pas ce schéma-là, qui trouvent qu'il y a des acteurs mineurs qu'il faut d'abord maîtriser avant de passer aux concertations nationales. Il y en a d'autres qui ne pensent même pas à ce schéma-là, qui disent que la question est celle de la légitimité politique. On ne peut pas accepter que ceux qui ont usurpé le pouvoir
organise les concertations nationales. Il y en a d'autres encore qui, bien connaissant ni de l'un ni de l'autre camp, estiment que on pourrait laisser à ceux qui pensent qu'ils peuvent aller à ces concertations-là d'y aller. Le cardinal Moussengo en a profité pour dire autre chose, hein, notamment que l'Église catholique n'est pas n'importe quel maillon de la société civile et que par voie de conséquences des confessions religieuses, donc si on ne cherche pas à la confiner dans un rôle comme toutes les autres composantes de la société civile. Et l'archevêque de Kinshasa ajoute que le poids de l'Église catholique dans la société congolaise est tellement déterminant que l'avenir du pays ne peut se décider sans l'associer réellement à toutes les étapes et que l'implosion de l'Église catholique induirait celle du pays. Jean-Pierre Mbelou, est-ce une manière de recadrer Lambert Mendeki lors de sa dernière conférence de presse parlant sur le choix de l'abbé Malomalo à la CENI, semblait dire que cela ne dépendait pas uniquement de l'Église catholique? Il y a à boire et à manger dans toutes ces affirmations-là. C'est vrai qu'historiquement, l'Église catholique a un poids, il pèse lourd dans la société, elle pèse lourd dans la société civile congolaise. C'est vrai qu'elle ne peut pas être confinée dans n'importe quel rôle et ravalée au même niveau que les autres confessions religieuses. Mais il y a quand même une difficulté, c'est de voir cette Église qui dit avoir un poids différent des autres s'imposer par les actes. Hein? On aurait pu voir par exemple, après les élections bidons de novembre et décembre 2011, on aurait pu voir par exemple les témoins que l'Église avait envoyés dans les différents bureaux de vote et donner le résultat. Nous n'avons pas vu ces résultats-là. Nous n'avons pas vu ces résultats-là. Et quand nos pères, les évêques, ont essayé de parler de l'engagement des prêtres dans la CENI ou en politique chez nous, ils ont laissé une ouverture en disant que l'un ou l'autre évêque pouvait, par exemple, échanger avec son prêtre pour voir ce qu'il pouvait faire. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien appris sur ce qui s'est passé autour de M. l'abbé et Apollinaire Malomalo. Donc, il y a le discours et le souhait aurait été que les actes suivent. C'est vrai que l'Église catholique est très engagée. Maintenant, par exemple, elle devra s'adonner à l'éducation civique de la population si elle n'a pas encore commencé. Mais on voudrait un peu plus entendre sa voix, et voir les actes. Quand nous parlons des mouvements sociaux qui ont porté certains présidents de la gauche progressiste au pouvoir en Amérique latine, nous nous disons que ces mouvements sociaux, quand les étudiants de plus près, on voit qu'ils ont été portés, qu'ils ont été portés par la théologie de la libération. Quelle est cette théologie que nous, en tant que Congolais, en tant que pasteurs de l'Église catholique congolaise, essayons d'enseigner de façon que nos populations, qui sont majoritairement catholiques, arrivent effectivement à se prendre en charge. Je ne vois pas encore très bien. Je ne vois pas encore très bien, oui. Mais cela ne pose-t-il pas la question que l'Église en tant qu'institution, elle n'échappe pas à ce qu'on peut appeler une espèce de courant à l'intérieur. Et on le sait bien, c'est un secret de polichinelle. Il y a des tendances au sein de l'Église catholique congolaise. Il semble qu'il y ait un camp qui soutienne le pouvoir et l'autre qui ne le soutienne pas. Puisqu'on l'a vu à la publication, vous avez parlé des élections que vous avez qualifiées d'élections bidons de novembre 2011. On a vu à la télévision nationale certains proches du pouvoir, ils vilipendaient les cardinals et ils disaient que voilà, pour eux, seule la position de la SENCO comptait et que les cardinals n'avaient pas à se mêler de tout cela. Et la SENCO ne s'est jamais publiquement désolidariser de ces points de vue-là. Elle n'a jamais soutenu publiquement les cardinals.
Et là, laisser le cadre se faire insulter. Vous voyez, là, il y a un problème. Il y a un problème. Et si cette église qui dit avoir un poids sérieux dans notre pays n'essaye pas de recréer sa cohésion interne, elle va aller à son implosion du point de vue des décisions qui sont prises à la tête et qui ne sont pas appliquées de la même manière à la base, et ça ne sera pas la faute de ceux qui voudraient de l'extérieur l'avoir implosé. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Comment cette église qui reconnaît son poids pourrait travailler à sa cohésion interne de façon qu'elle parle d'une même et unique voix, de façon qu'il n'y ait pas parmi nos pasteurs ceux qui tirent le drap de leur côté au point de diviser pour affaiblir cette église. Donc il y a des questions internes à l'église qui demandent des solutions, et si ces solutions-là sont données, on pourrait effectivement sur le terrain voir le véritable poids de l'église catholique. Nous ne pouvons pas continuer à parler du poids de l'église catholique en passant par le chiffre, en disant nous sommes 60% au Congo. Est-ce que cela suffit? C'est déjà quelque chose, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que par des actions concrètes, nous montrions que nous sommes en tout et pour tout une église à côté des pauvres, une église au service des petits, une église au service de la liberté, une église au service de la fraternité, une église au service de l'égalité. Mais si nous ne donnons pas tous ces signaux-là, si nous ne faisons pas signe en tant qu'une église qui marche avec les petits, les marginalisés et les autres laissés pour compte de notre société, qui se chiffre aujourd'hui par millions, nous avons beau dire que nous avons un poids sérieux au Congo, mais cela peut ne pas dire grand-chose. Toujours à propos de ces concertations nationales, un regroupement dénommé la Nouvelle Société Civile a publié une déclaration qui en dit long sur l'instrumentalisation de la société civile en RD Congo. En effet, ils affirment ceci: les membres de la Nouvelle Société Civile du Congo se disent ni concernés ni impliqués par les déclarations issues du premier forum de la société civile. C'est ce qu'ils ont affirmé ce dimanche 21 juin par la voix de leur président, Monsieur Jonas Chombela. Et il plaide clairement pour des concertations nationales inclusives de toutes les structures de la société civile. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Bon, ça m'inspire d'abord ceci, que dans une société plurielle comme la nôtre, nous devrions nous habituer à avoir des divergences de points de vue quand nous analysons une question nationale. Qu'il y ait des divergences de points de vue, c'est bon. Comme je le disais lors de notre dernière émission, nous devrions aussi apprendre à nous opposer sans nous massacrer. Nous en sommes encore là, dès qu'il y a une certaine opposition dans le chef de ceux dont les points de vue ne nous plaisent pas, nous estimons que leur sort devrait être scellé et qu'ils devraient être massacrés. Donc, nous sommes une société plurielle, une diversité de points de vue doit pouvoir être tolérable, mais nous devrions tout faire pour que nos divergences puissent aller dans le sens de recréer un autre Congo. Que ce ne soit pas des divergences qui arrêtent la marche de notre pays vers un plus. Il faut qu'il y ait une dynamique qui se mette en branle pour que ce pays-là se remette debout. Donc nos divergences de points de vue, la pluralité de nos points de vue devrait aller dans ce sens-là. Comment, tout en n'étant pas d'accord sur l'un ou l'autre point, nous mettre d'accord sur certains principes majeurs qui nous aident à travailler, à redynamiser les mouvements qui voudraient que notre pays se mette debout. Mais Jean-Pierre Mbelou, le problème de l'instrumentalisation de la société civile remonte déjà à l'époque des Mobutu, parce que cette situation n'est pas sans rappeler celle de la conférence nationale où Mobutu avait
sa propre société civile d'appoint, hein, conduite à l'époque par Bongombe Boulou, qui combattait la vraie société civile du docteur Numbi. Hein. Puis il y a eu la Sosiko de Bahati Lukwebo, qui jouait ces mêmes rôles pour les comptes de Laurent Kabila. Et voici maintenant cette nouvelle société civile, hein, appendice de la majorité Kabila. L'histoire semble se répéter au Congo, Kinshasa, et nous ne semblons pas tirer les leçons du passé. Pas simplement que nous ne semblons pas tirer les leçons du passé, mais nous reproduisons les modèles venus d'ailleurs qui sont en train de tomber et de devenir obsolètes. C'est le modèle classique occidental du parti de la gauche, du parti de la droite et de la société civile que nous reproduisons. Si nous partons de notre schéma propre aux politiques d'émancipation des populations appauvries, il y a moyen de créer des synergies qui nous fassent travailler ensemble en tant que population et petits restes des minorités organisées et agissantes du point de vue des acteurs politiques, qu'on crée des synergies qui nous permettent de faire face aux nègres de service, aux nègres au service des oligarchies d'argent. Mais nous sommes en plein dans le schéma classique qui est en train d'être devenu obsolète aujourd'hui dans les sociétés dites de vieille démocratie, qui sont sur leur déclin, et nous ne repensons pas le pays, nous ne repensons pas notre façon de faire la politique. Nous copions trop, au point que nos copies ne puissent pas, à un certain moment, se révéler efficaces pour la marche de notre pays. Donc, dès que nous restons dans le schéma classique qui met entre parenthèses les différentes connexions existant entre ce que nous appelons classiquement l'opposition et la majorité, moi j'ai l'impression que nous passons un peu à côté de la plaque. Ce ne sont que des hypothèses, hein, ce sont des hypothèses que j'émets. Je ne vois pas comment ce schéma-là peut fonctionner efficacement dans un pays où vous avez 80% de populations appauvries. Ah, vous continuez à parler de la société civile qui ne fonctionne souvent qu'à partir de Kinshasa. Tout ce que nous disons dans nos émissions, pour la plupart de nos fois, c'est un commentaire des journaux de Kinshasa. Nous n'avons pas directement accès aux journaux de nos provinces, par exemple, en dehors des images que nous voyons de temps en temps quand nos compatriotes nous les envoient, ou des échanges que nous avons avec nos parents de l'arrière-pays, les échanges que nous avons au téléphone. Mais la politique telle qu'elle se mène est définie à Kinshasa, et tout se passe comme si Kinshasa était le Congo. C'est là le défi à lancer aux minorités organisées et agissantes pour qu'elles apprennent à aller dans l'arrière-pays. Notre salut viendra aussi de l'arrière-pays. Et l'arrière-pays doit pouvoir être conquis par le petit reste éveillé et agissant. Mais gageons que avec la fibre optique, cela pourra changer et qu'on pourra facilement accéder à l'information de l'arrière-pays. Mais tel que c'est commencé, on a l'impression que ça risque d'être un éléphant blanc comme tous les projets de l'époque de Mobutu. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette fibre optique? J'y crois un peu, c'est-à-dire que ceux qui pourraient travailler à sa réalisation pourraient à un certain moment se dire que si ça devenait encore une promesse fallacieuse, il risque de ne plus être pris au sérieux. Mais je n'y crois pas beaucoup dans la mesure où ouvrir l'arrière-pays aux réseaux sociaux, à l'internet, à tous ces médias globalisants pourrait constituer un risque pour le pouvoir usurpateur en place aujourd'hui au Congo. Ce pouvoir, comme je vous le disais la fois dernière, c'est qu'en allant dans ce sens-là, il risque de couper la branche sur laquelle il est assis. Très bien, pour finir sur ces sujets de la société civile, nous rappelons que les organisations de la société civile
ont adopté la mise en place d'un cadre de concertation, de dialogue. C'était le samedi 20 juillet à Kinshasa. Et à l'issue de son premier forum tenu à Kinshasa, ces assises avaient pour thème une société civile engagée et responsable pour un Congo nouveau. Et au cours de cette réunion de 4 jours, les membres de la société civile ont élaboré un pacte social pour la gestion des affaires publiques à travers un contrat de bonne gouvernance et un protocole d'accord qu'ils ont proposé aux gouvernants du pays. Jean-Pierre Mbelou, que faire pour traduire cela en actes pour les bénéfices de nos populations? Le schéma a un côté positif, se retrouver pour penser, pour réfléchir, pour étudier. Cela devrait être une pratique courante chez nous. Nous n'étudions pas assez. Nous devrions créer et recréer des lieux de la pensée, des lieux où nous nous retrouvons pour étudier, débattre, approfondir les questions engageant notre devenir collectif. Mais là où ce schéma me semble un peu boité, c'est que il se réfère à un pouvoir usurpateur, un pouvoir qui n'a jamais tenu parole. Comment pouvez-vous, en faisant ce travail magnifique, vous en remettre à un pouvoir qui ne jouit pas de la légitimité politique? C'est là que le schéma semble boiter. Mais j'encourage nos compatriotes à poursuivre ce qu'ils ont fait. Et puis, dans ce genre de choses, l'essentiel n'est pas de commencer. L'essentiel, c'est de persévérer. De persévérer sur le temps. Nous nous enfermons trop dans le court terme. Nous croyons que dès que nous avons commencé, les choses vont aller vite et nous aurons des résultats escomptés. Nous devrions, comme je ne sais de le dire, nous devrions nous habituer à travailler sur le court, moyen et long terme. Planifier ce que nous faisons sur 10, 15, 20, 30 ans et apprendre au sein de nos organisations à passer le relais aux plus jeunes. Et travailler avec les plus jeunes à qui nous devrions passer le relais, en nous disant nous avons notre code par apporter, mais il faut beaucoup plus mobiliser la jeunesse pour qu'elle prenne, qu'elle comprenne que cette lutte que nous menons ensemble devrait l'engager davantage. Vous voyez, apprendre à aller au-delà du court terme, apprendre à travailler sur le temps. Commencer, c'est bien beau. Persévérer, c'est mieux. Persévérer en sachant qu'il y a un certain nombre de sacrifices à consentir, qu'il y a une certaine abnégation dans laquelle on devrait s'engager, et une certaine planification, une certaine évaluation des actions menées pour leur plus grande efficacité. Si nous travaillons de cette façon-là, nous pouvons avoir quelques résultats sur le terme. Très bien. L'opposition politique s'est prononcée sur les questions d'actualité. C'était au cours d'un séminaire des formations politiques et civiques organisé le 19 juillet à Kinshasa. Et l'opposition se donne pour objectif d'aider la population congolaise en l'accompagnant utilement au quotidien, conformément à ses aspirations légitimes et profondes, eu égard aux élucubrations et théâtralisation des actes des acteurs politiques sur tout ce qui se passe ou ses profils à l'horizon sur les questions politiques. Fin de citation. Monsieur Mbelou, cela vous paraît important de créer des lieux de la pensée, comme vous le dites souvent, plutôt que de réduire son action politique à la politique politicienne? Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, je félicite ces compatriotes qui ont eu le temps de pouvoir se rencontrer pour réfléchir et se fixer des objectifs. Et comme je venais de le dire pour la société civile, je vois que dans la plupart de nos partis politiques ou dans ceux qui en restent, nous avons un nombre suffisant de jeunes. Nous devrions apprendre à confier de grandes responsabilités à ces jeunes et poursuivre avec eux les mêmes objectifs sur le court, moyen et long terme. Et persévérer dans la création de ces lieux de la pensée. Persévérer dans le va-et-vient entre lieu de la pensée et population. Mais arriver aussi à
créer des lieux de la pensée avec la population. Hein, c'est que j'ai mis dans l'article que vous avez publié sur Congo One, RDC, alternance et démocratie. Nous devons, tout en travaillant à l'amélioration du mode de gouvernement représentatif, nous devons beaucoup plus aller vers le mode participatif. Qu'il n'y ait pas seulement des représentants politiques de notre peuple qui étudient et puis après vont faire le compte rendu au peuple, c'est déjà bien, mais il faudrait que nos populations aient aussi des lieux d'études et de réflexion avec nos hommes et nos femmes politiques, des lieux d'études et de réflexion en nos langues vernaculaires pour que demain, quand ces hommes et ces femmes politiques auront à diriger notre pays, qu'ils le fassent avec la population de la base, qu'ils s'habituent déjà ici et maintenant, aujourd'hui, à travailler avec le peuple, que le lieu où le peuple vit devienne comme une eau dans laquelle le poisson politicien se retrouve. On doit pouvoir rompre avec l'unique politique de va-et-vient pour recréer une politique menée à partir de la rue avec le peuple. Je vous donne un exemple. Dernièrement, Maduro, le président vénézuélien, a entrepris une tournée à travers les 23 provinces du Venezuela. Donc, il a essayé d'aller partout pour pouvoir parler avec les acteurs de la base parce qu'il voudrait réaliser son projet, le projet déjà initié par le tout grand Hugo Chavez, le projet du gouvernement par la rue. Rendre le pouvoir à son souverain premier, qui est le peuple. Alors, nous devons pouvoir rompre avec ces habitudes qui nous fassent croire que ce peuple a son pouvoir quand il vient aux urnes, pour que les acteurs politiques aillent travailler avec lui à la base pour l'aider à comprendre que c'est lui le détenteur premier, le souverain, le détenteur premier du pouvoir. Donc, il y a des avancées à réaliser dans le travail à battre. Mais, encore ici, il y a un hic. Qui a financé le séminaire de l'opposition politique? La fondation Konrad Adenauer? Non. Arrêtons quand même, arrêtons. Nous rendons compte que les pays occidentaux sont en difficulté, que la Grèce est en difficulté, le Portugal est en difficulté, l'Espagne est en difficulté, l'Italie est en difficulté. Nous nous rendons compte qu'il y a des villes américaines qui sont en faillite et nous n'arrivons pas à briser, à rompre avec cette idée des bailleurs de fonds. Il n'y a plus de fonds. Celui qui donnera des fonds aujourd'hui cherchera à contrôler ce que nous voulons faire de notre pays. Pourquoi est-ce que ces acteurs politiques ne pouvaient pas financer eux-mêmes leur formation? Bon, je ne dis pas que nous ne puissions pas avoir par-ci par-là des amis dans ces pays en crise. Hein, c'est d'ailleurs important qu'on ait des alliés. Mais les alliés traditionnels, ce sont les mêmes là qui financent depuis très très longtemps ce qui se passe chez nous. Pour quels résultats? Est-ce que nous ne devrions pas, à un certain moment, évaluer les résultats de tous ces financements qui nous sont devenus de l'extérieur pour apprendre à faire les choses autrement? Voilà. Donc, on est des amis, c'est bien, mais évaluons le travail que nous faisons avec cet ami et puis devenons des acteurs sociétaux qui financent eux-mêmes leur formation, leur lieu de la pensée, la formation et l'éducation civique et politique de leur peuple. Ah, je ne vois pas Hugo Chavez ou Maduro ou Rafael Correa ou le Bolivien Evo Morales aller demander des sous à l'extérieur pour la formation des syndicats, des mouvements sociaux et du peuple latino-américain. Non, rompons, sortons de ces schémas classiques-là. C'est déjà bien qu'on prenne conscience qu'on doit davantage étudier, mais sortons de ces schémas classiques
qu'ils ne nous permettent pas de poser des questions bêtes. Pourquoi cet argent qu'on va dépenser au Congo, on ne le dépenserait pas en Espagne, on ne le dépenserait pas en Italie, on ne le dépenserait pas dans les villes américaines en faillite aujourd'hui? Donc, ces gens-là seraient les... Non, est-ce vraiment pour nos beaux yeux, pour l'avancement du Congo dit démocratique, qu'ils estiment qu'ils peuvent financer les formations chez nous, et non en Italie, et non en Espagne, et non... il y a des landes allemands qui aujourd'hui ont des difficultés sérieuses. Pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas cet argent-là à ce travail-là? Très bien, toute autre chose. Il y a eu cette semaine des manifestations publiques à Goma, des protestations contre une prétendue décision de déplacement d'un officier militaire. Et sur les terrains des négociations politiques, on a l'impression que la situation n'avance pas. On a comme l'impression que le gouvernement congolais s'est complet dans cet immobilisme. Oui, mais j'avoue que je suis trop lié au texte. Je suis trop lié au texte, ça fait peut-être aussi de temps en temps ma faiblesse, les critiques de temps en temps me le reprochent, mais je demeure encore lié au texte. Quand vous lisez l'interview que Karegeya a accordée à la RFI le 9, vous lisez ceci, entre autres. En ce qui concerne la Deuxième Guerre, c'est-à-dire la guerre qu'on a commencée le 2 août 1998, il nous suffisait de parler. Nous n'avions pas nécessairement besoin de nous battre. Et comme vous le voyez, nous n'avons obtenu aucun résultat. Nous en sommes toujours au même point. RCD, CDNP, CNDP, M23. Il y aura probablement aussi un M24. Ça n'aide pas le Congo, ça n'aide pas le Rwanda, ça n'apporte que des souffrances dans la région. Et la phrase sur laquelle je voudrais revenir avec vous, c'est celle-ci. En ce qui concerne la Deuxième Guerre, il nous suffisait de parler. De parler de quoi? Il y a une question sur laquelle on n'a pas palabré jusqu'à ce jour. Quand vous lisez le dernier article de notre jeune frère Kambale Moussavouli dans Agora Vox, Kambale va vous dire que ce dont on n'a pas parlé, c'est des accords de l'Émirat. Et toute la question serait là. La cession de quelques kilomètres de notre pays au Rwanda, cela n'a pas été fait. Et cela fait qu'il y ait création du RCD, du CNDP, du M23 et probablement demain du M24 si nous y ajoutons que ces kilomètres devraient être concédés pour que le Rwanda joue beaucoup mieux son rôle de sous-fifre fournissant les matières premières à moindre coût aux multinationales occidentales et asiatiques. Donc, il y a là un problème. Est-ce qu'on va en parler d'ici là? Est-ce qu'on va revenir à ce problème pour qu'on dise, allez, essayons d'y mettre fin une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on parle des accords de l'Émirat, vous avez dans ce gouvernement usurpateur-là des gens qui vous disent « Oh, ces histoires-là n'ont jamais existé ». Mais de quoi est-il question? Quelle est cette question qui n'a jamais été abordée quand la Deuxième Guerre a éclaté? Pourquoi est-ce que cette question ne pourrait pas être rendue publique? Vous voyez, vous pouvez aller aux concertations, mais si ces questions n'ont pas été analysées en profondeur, on ne sortira pas de l'auberge. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé à l'est de notre pays, à Goma, le petit reste de nos compatriotes de ce côté-là ne dort ni ne sommeille. Kigali et Kinshasa ont travaillé sur le court terme. Maintenant, ils n'ont plus où donner de la tête. Alors, vous savez, à un certain moment, vous pouvez recourir au mensonge, à la manipulation, au massacre pour pouvoir faire peur aux populations démunies, mais il y a des moments où les populations se disent, soutenues par leur petit reste, non, il y en a marre, maintenant, même s'il faut mourir, nous mourrons et nous voulons rester dans les frontières
historique de notre pays. Et quand vous voyez les calicots déployés par nos compatriotes à l'est de notre pays, à Goma, ils s'en prennent au gouvernement fantoche de Kinshasa. Ils s'en prennent aussi à la MONUSCO. Et là, je vous renvoie à ce que je vous ai déjà dit une fois, quand Lumumba fait appel à l'ONU pour gérer la question de la sécession après notre indépendance en 60, Frantz Fanon va le critiquer et dire que ça a été une erreur. Pourquoi? Parce que Frantz Fanon est convaincu que l'ONU travaillait main dans la main avec les pouvoirs impérialistes et néocolonialistes. Et c'est le même schéma aujourd'hui. Ça n'a pas changé du tout. Mais peut-être qu'en 60, on n'a pas beaucoup compté avec nos populations. Aujourd'hui, nos populations de l'Est résistent malgré le nombre surréaliste de nos morts. Nos populations de l'Est se mettent debout. Et il faudrait que de plus en plus cet éveil soit la chose la mieux partagée dans tous les coins et les recoins de notre pays. Et c'est à ce travail-là que ceux qui nous restent encore de classe politique devraient s'adonner. J'ajoute un autre élément. Quand vous reparcourez notre histoire des 20 dernières années, vous vous rendez compte que le Rwanda et l'Ouganda, il ne faut pas oublier du tout l'Ouganda et leurs alliés occidentaux, ont toujours fait pratiquer cette politique ici, to fight and to talk. Au même moment qu'ils se battent, ils essaient d'organiser des petites rencontres et discussions bidons. Comme maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même une certaine résistance à Kinshasa et que les Congolais ne sont pas du tout chauds pour aller aux concertations avec le pouvoir usurpateur actuel, j'émets l'hypothèse qu'en dehors de cette question qui n'a pas encore été étudiée et à laquelle nous n'avons pas encore de solution jusqu'à ce jour, la question des accords de l'Emera, j'émets l'hypothèse que la résurgence des combats tels qu'il y en a eu à l'Est dernièrement serait une façon de faire pression sur les acteurs et de la classe politique et de la société civile, comme pour leur dire, attention, si nous ne recréons pas la cohésion interne, le M23 va encore avancer. Mais c'est une théâtralisation cynique, sadique de la politique chez nous et de la vie. C'est une banalisation des vies humaines entretenues malheureusement par les nouveaux prédateurs soutenus par les vieux dinosaures. Hein, c'est ces deux-là qui essaient de travailler la main dans la main pour pouvoir prendre en otage tout un peuple qui finalement est en train de comprendre avec le temps, un peuple qui se met de plus en plus debout contre vents et marées, un peuple qui se battra jusqu'à la dernière goutte de son sang. Même si on perd une bataille, on finira par gagner la guerre. Et là, je rejoins Mao quand il dit de défaite en défaite vers la victoire finale. On peut perdre une bataille, mais on ne va pas perdre la guerre de la politique de notre émancipation du joug impérialiste, néocolonialiste et entretenu par les vieux dinosaures et les nouveaux prédateurs, nègres de service des alliés majeurs. Pour finir, un mot sur Diomi Ndongala. Nous avons appris cette semaine son transfert au camp Kokolo. Et il semble y avoir une mobilisation au niveau international, notamment celle du Parti socialiste français. Quelles sont les dernières nouvelles de Diomi Ndongala que vous avez eues? Les dernières nouvelles, c'est que malgré toutes les pressions internes et externes, le pouvoir fantoche de Kinshasa a enfermé dernièrement Diomi dans un camp militaire. Je pense que ça doit être le camp Kokolo. Je crois
je crois que c'est un pouvoir cynique. Hein, je vous ai dit dernièrement, en recourant à mon article intitulé De la guerre à la psychopathie ou à la sociopathie, je me convainc de plus en plus que nous avons, parmi les membres qui assument les charges importantes dans ce gouvernement fantoche, nous avons des psychopathes et des sociopathes qui en veulent la mort à tous nos compatriotes qui voudraient se mettre debout pour un autre Congo. Vous savez qu'il n'y a pas que Johnny. Johnny, on en parle parce que c'est un acteur politique. Mais si vous allez sur le site de Congo indépendant, vous allez lire un article intitulé Des enlèvements se perpétuent dans la ville de Kinshasa. Il y a un réseau africain de la jeunesse en RDC, un regroupement de ONG qui voit ses dirigeants assassinés, enlevés, portés disparus, et cela au quotidien. Il y a des escadrons de la mort chargés de ce travail-là. Et si vous allez encore une fois sur le site de Congo indépendant ou de Congo Mikili, vous allez entendre le témoignage du chauffeur de John Numbi et qui vous dit que à Kinshasa, il y a des gens dont le boulot est de tuer. Et avec lui, nous avons appris que le chauffeur le beau-frère et chauffeur de notre ami Floribert Chebeya, Fidel Bazana, a été tué et livré aux chiens, les chiens de l'inspectorat de la police. Vous voyez? Donc il y a ces escadrons de la mort-là qui sévissent dans notre pays, dans presque tous les coins du pays, mais aussi à Kinshasa. Donc la guerre par intermittence ne se fait pas tout simplement à l'est du pays, et se fait partout au pays. Et ce qui nous manque, c'est l'information, cette information que nous finissons quand même par avoir à partir de nos réseaux sociaux. Donc Johnny est un candidat à la mort pour le pouvoir usurpateur actuel, mais peut-être que le Seigneur va finir par lui faire grâce et il pourra se faire soigner, recouvrer sa santé. C'est notre prière et nous sommes invités à lutter pour que ce digne fils de notre peuple ne puisse pas périr en prison comme ça, comme une mouche. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou pour cette émission plus longue que d'habitude. Nous allons dire au revoir à nos auditeurs et leur fixons rendez-vous au mois de septembre puisque nous allons marquer une pause pour les vacances et nous nous retrouverons au début du mois de septembre de cette année. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et je dis sincèrement merci à Congo One, mais aussi à nos auditeurs qui ne se laissent pas de nous écouter, de commenter, de faire des remarques positives ou négatives pour que nous puissions améliorer la qualité de ce travail que nous abattons maintenant depuis quelques années. Voilà, merci beaucoup et au mois de septembre. Merci bien, Monsieur Tenandou, et au mois de septembre.